Okay. So, bonjour aux uns et aux autres. Bonjour à tout le monde. Merci à ceux qui nous font l'amitié de participer à ce webinaire d'actualité de l'économie responsable et durable mensuel. Nous prenons les uns les autres un rendez-vous qui maintenant devient habituel, qui nous permet de partager les faits, les tendances fondamentales qui marquent aujourd'hui l'économie, mais aussi la société. Et je vais donc commencer ce rendez-vous. euh, alors, voilà, en prenant un peu le rappel de l'exercice. Donc, je vous rappelle que nous avons deux temps dans ce webinaire, trois temps plus précisément, puisque vous devez les uns les autres jouer un rôle en posant vos questions et en dialoguant avec notre invité Michel Magny et moi-même. Euh, je fais d'abord le point d'une synthèse qu'on envoie. Hein, je ne lis pas tout ce qui est mis dans les slides que vous recevrez, ceux qui se sont inscrits, mais le but étant à chaque fois, sur un mois, qui est un défi un peu discutable, parce qu'on peut imaginer que c'est un temps trop court pour voir clair. Et pourtant, chaque mois, depuis des mois et des mois que nous faisons cet exercice dans nos enseignements à Écolerne ou nous-mêmes ici, nous pouvons voir qu'il y a des signaux et au-delà des signaux, des sens qui sont dans les informations, dans les faits qui se sont dégagés dans la période récente. Et donc, Patrick, c'est à ça que je vous invite. Oui, je me permets, est-ce que vous pourriez juste passer en mode diaporama pour qu'on voit bien l'intégralité des slides? voilà. Alors, merci Antoine de faire la liaison Je et vous en prie. de permettre comme ça à tout le monde d'être dans des conditions confortables. Donc ça, c'est l'exercice que je vais reprendre pour ce mois de février, où il y a une certaine densité, je trouve, voire une gravité un peu des informations qui nous sont parvenues. Ensuite, comme vous le savez, nous avons un invité qui nous semble être parmi les personnes qui ont marqué ou des informations qu'elles ont portées significatives. Et ce mois-ci, nous avons fait signe, nous avons convié Michel Magny à venir nous parler de son que sais-je sur l'Anthropocène. Alors, je présenterai un peu plus Michel Magny tout à l'heure, mais qui est un des chercheurs reconnus du CNRS. Donc, il fait partie dans la science française de ceux qui travaillent en profondeur avec une vision académique extrêmement sérieuse, rigoureuse et reconnue pour aller au fond de ces phénomènes. Son livre sur l'Anthropocène est une bible vraiment indispensable pour tout acteur dans le durable. Il faut l'avoir lu, il faut rentrer dans la compréhension, la mise en perspective qu'il nous propose, sans quoi on ne peut pas comprendre le phénomène qui est celui aujourd'hui de la crise à la fois climatique, écologique, mais aussi de société et humaine, qu'il relie entre elles pour nous fournir une grille d'explication. Michel Magny avait déjà publié il y a quelque temps un livre important, je le rappellerai, aux racines de l'Anthropocène, où il fait le lien entre crise écologique et crise de l'homme. Et je crois que là, son éclairage va vous intéresser tout particulièrement. Euh, je vous propose tout de suite de regarder ce qui s'est passé et mon sentiment, si vous voulez, depuis un mois, à travers quelques données significatives sur nos sujets, c'est qu'il y a une prise de conscience qui progresse à très haut niveau. Alors, je cite toujours les grands rapports qu'il faut avoir lus et qu'il faut avoir en tête parce que ces rapports vous donnent de l'information fondamentale. Celui de Météo France est intéressant parce qu'il a, pour la France, fait les projections des études du GIEC et on arrive à ce chiffre très problématique et très préoccupant des 4 degrés qui sont à l'horizon si rien ne change. Et on verra que, en plus, les politiques publiques aujourd'hui sont assez en difficulté. L'Université de Lille a montré qu'il y avait eu aussi 500 000 morts dans les catastrophes naturelles peu ou prou liés au phénomène climatique. Et donc, on voit quand même que là, ça a des liens maintenant très significatifs avec la vie humaine. Je vous signale un texte aussi très important qu'il faut aller voir parce que celui-là, il change la donne. C'est la Commission européenne qui a indiqué maintenant
la nouvelle commission de Mme von der Leyen, comment elle entendait conduire la politique commerciale. C'est une révision par rapport au libéralisme un peu libre-échangiste des années, des décennies passées. Clairement, elle veut modifier l'OMC avec des règles anti-dumping social environnemental. Donc là, il y a un infléchissement très attendu par les sociétés, puisque, comme chacun sait, la critique de la mondialisation trop ouverte, européenne notamment, est à l'origine de beaucoup de phénomènes populistes. Et là, je pense que le message politique, avec la confirmation d'une directive sur le devoir de vigilance qui va avoir lieu, est une modification importante dans la vision politique de l'Europe dans son rapport aux échanges. Bien évidemment, la nouvelle administration américaine est en train de changer les choses. C'est même un signal, je dirais, qui est aujourd'hui le plus structurant. Le président a annoncé qu'il voulait un prix du carbone. On tourne autour, ça fait des années qu'on en discute et qu'on essaie de le faire. On l'attend sur ce point-là, car évidemment, c'est une décision, si elle est prise au niveau international, qui peut, avec des prix, mais avec une politique d'intégration du prix dans les économies, qui viendra changer les choses. Et je rappelle que les banques centrales, à travers tant la BCE, mais que aussi la Banque américaine, ont annoncé des inflexions très importantes pour verdir leur bilan et faire en sorte qu'elles prennent le lead dans les politiques climatiques, notamment en demandant aux banques de décarboner aussi leur bilan. Ce sont là des informations très fortes. Donc, j'ai dit, et qu'un peu, ce qui me semble fort ce mois-ci, c'est un peu, je qualifierais l'effet Biden, c'est-à-dire cette rentrée dans l'atmosphère de coopération internationale un peu des États-Unis, ce retour, qui évidemment, télescope avec la situation de la pandémie. Cette situation, elle est pas sans lien et elle va nous interroger tout le temps, cet aller-retour entre le Covid et puis le phénomène de fond de la durabilité et du climat. Il y a peut-être un état d'esprit de coopération internationale là, qui va être repris. C'est une machinerie qui, ici et là, est en train de se réorganiser, notamment autour du débat sur les biens communs. Le bien commun vaccin qui avait été exclu sous l'administration Trump et qui revient un petit peu sous l'effet notamment des Européens. Ce sont des signaux, là aussi, significatifs. Je vous propose d'avancer sur trois types d'informations. Un, ce que j'ai noté, c'était une accumulation d'informations judiciaires, juridiques. On voit que les juges prennent un rôle croissant dans les exigences environnementales. Deux, il y a beaucoup de réflexions intéressantes, parfois à la surface, parfois plus profondes, sur la transformation même de l'économie de marché capitaliste et par les acteurs de l'économie, et il faut les noter. Puis, je listerai quelques informations dans le temps qui nous reste. Ce que je vous propose, c'est de regarder rapidement, à travers quelques informations, cette judiciarisation qui progresse aujourd'hui fortement dans les politiques publiques et surtout dans l'organisation des actions environnementales. Alors, ce n'est pas sans importance de voir que les tribunaux hollandais, anglais aussi, maintenant ont pris la main sur les activités de Shell au Nigeria. Et ça doit faire 20 ans à peu près que les plaignants n'arrivaient pas à voir leur demande reçue par les tribunaux. Et donc là, il y a un pont qui a été fait à partir du moment où la société est d'origine européenne, elle peut être jugée en Europe sur ce qu'elle a fait ailleurs. C'est une évolution très importante. On a le même débat sur la question de la compétence avec Total, et il y a eu un jugement qui va dans le sens d'une ouverture donc, de la compétence des tribunaux judiciaires sur les activités à l'international. Renforcement aussi, c'est assez important par le Conseil constitutionnel français, donc du préjudice écologique, il y avait une QPC qui était très attendue. Et ce qui est important, c'est que nous avons un débat de fond depuis plusieurs années, vous le savez peut-être, qui a ressurgi avec l'article 1 de la Constitution qui est en discussion sur l'État garantit la lutte contre le réchauffement climatique, où on sent qu'il y a là une bataille qui va être assez fondamentale entre le principe sacro-saint, donc principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l'industrie, versus
l'impact environnemental. Et là, on est sur un débat très, 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 très profond, puisqu'il avait été arbitré en faveur de la liberté du commerce et de l'industrie jusqu'ici, de façon générale. Le Conseil d'État devient une machine à faire la leçon au gouvernement sur l'inaction climatique. Il a remis des jugements, il prépare un document là-dessus où, s'appuyant notamment sur certains rapports, type, je les citerai, le rapport de BCG, de Carbone 4, qui dit que la France n'est pas dans les clous, le Conseil d'État tire la sonnette. C'est pas nul. Il en rajoute par rapport à ce que la Commission européenne elle-même est en train de pousser le gouvernement français sur un certain nombre de sujets, notamment là, en ce moment, la question des conflits d'intérêts dans la gouvernance du système. Et puis, j'ajouterais qu'il y a aussi, sur ces sujets, euh, attendez, je me remets là-dessus, voilà. Donc, il y a un point important, la Commission a dit que les allégations environnementales étaient pour moitié, pas fausses, mais quasi non justifiées. Donc, il y a aussi une alerte qui est mise sur cette communication excessive aujourd'hui. À noter qu'aux États-Unis, une cour a condamné McKinsey dans le travail de conseil qu'il avait fait sur les opioïdes. C'est important. Si vous nuisez dans votre activité de conseil, eh bien, là, la responsabilité se déclenche. C'est assez important. On a des débats sur la loi Egalim aujourd'hui en France aussi. Bref, beaucoup de sujets où les juges ont dit stop. Là, vous n'êtes pas dans les principes respectueux des engagements en faveur du climat ou des autres politiques durables. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que des organismes socio-économiques se sont penchés de réflexion professionnelle aussi, dans le camp des industries, hein, type le World Economic Forum de Davos, type d'autres, Entreprises et Progrès en France, mais la British Academy avec Colin Mayer à Oxford. Tout ça se joint à pas mal d'études qui surgissent depuis un an, qui s'accumulent pour dire il faut repenser, le mot qui vient chez les anglo-saxons c'est reset, il faut repenser le capitalisme dans une vision beaucoup plus inclusive et ceci est à joindre avec le travail que font les autorités de marché pour réguler un peu plus l'information. Il y a une demande de régulation des notations qui est partie. Il y a la question aussi du Say on Climate qui va venir dans les AG, dans les assemblées générales, qui monte assez fortement au nom de l'engagement actionnarial. À noter qu'HSBC a été convoqué à Westminster par les députés anglais qui lui ont fait la leçon sur la façon dont ils ont suivi le gouvernement chinois et porter atteinte un peu à la liberté des clients et autres. Et là, on voit bien une opposition qui se dessine très nettement autour du comportement des entreprises. Bon. Et je terminerai en annonçant qu'il y a, dans le dialogue qu'a demandé le MEDEF aux partenaires sociaux, ils ont mis la transition énergétique, ce qui est assez nouveau et assez fort dans le champ de la discussion qu'ils veulent reprendre pour renouveler un peu le dialogue social aujourd'hui. Bref, là aussi, on voit qu'il y a une prise de conscience qui est quand même plus approfondie qu'elle ne l'était jusqu'ici. Alors, quelques initiatives à rappeler pour vous dans l'actualité récente, inégales, certaines techniques, mais elles ont de l'importance. La réglementation, la fameuse RE 2020, elle est très dure parce que là, elle va faire du nettoyage dans l'ensemble du bâti et probablement entraîner des conséquences dans les émissions du secteur immobilier. On a, je signalerai aussi, une réflexion qui est en train de se faire dans le monde de la publicité qui se voit menacée par des interdictions de plus en plus poussées et donc qui a proposé de faire un contrat climat, c'est-à-dire de dire, ben oui, on va faire des publicités positives, on va réintroduire dans les programmes, tout ça en lien avec le CSA. C'est là aussi dans un secteur qui renaclait beaucoup, une initiative intéressante. Je signalerai aussi une initiative dans la Chambre d'agriculture de Bretagne qui est sur ces débats depuis longtemps, mais s'est prononcé clairement en disant il faut réformer l'élevage intensif. Ceux qui connaissent ce sujet, le fait d'y aller dans ces termes est une information qui a du sens. Bon. Et puis, à noter aussi que
Ben, aux États-Unis, c'est créer un marché de l'eau, comme il y a le marché des matières premières, ce qui veut dire que, à la fois, bonne nouvelle, on se préoccupe de la rareté de l'eau, et mauvaise nouvelle, on financiarise un peu cette ressource. C'est un sujet qui va faire couler non pas de l'encre, mais de l'eau. Il est intéressant. Pour terminer un peu sur la présentation de cette actualité, dans le laps de temps que j'ai, je voudrais faire le lien entre ces débats profonds aujourd'hui sur la transformation économique avec l'économie post-Covid qui se cherche. Clairement, personne ne voit très clair. On peut noter des tendances. Du côté de l'industrie, c'est le patron d'Airbus qui dit il faut revenir aux années d'avant. Non. D'autres disent non, il ne faut pas revenir aux années folles, mais il ne faut pas tomber forcément dans les années sombres. Qu'est-ce que ça veut dire? Et les économistes disent attention, on va avoir un retour de l'inflation, une remontée des taux. Si l'équilibre monétaire actuel s'effondre, on n'arrivera pas à relancer les choses, et tout le monde s'entend pour dire que c'est par l'investissement privé qu'on va sortir, mais c'est un investissement qui doit être, comme l'Europe l'a annoncé, essentiellement dans l'économie durable. Donc, le débat bat son plein, les tendances sont assez marquées, et il y aura là des choix très, très déterminants dans les mois, dans les semaines, dans les mois qui viennent. Une chose est sûre, on voit bien quand même, quoi qu'en disent certains, que le Covid pèse sur les comportements et probablement la demande des consommateurs qui n'iront pas acheter n'importe quoi, n'importe comment demain, comme on a pu le faire. Maintenant, dans quelle intensité, sur quoi portera cette modification, eh bien, on aura l'occasion d'en reparler entre nous. Je vous signale, petite information, ça fait des années qu'on dit que les entreprises doivent accompagner leur information économique d'une information sur leur performance sociétale. Eh bien, pour la première fois, j'en ai vu plusieurs ce mois-ci, c'est le Crédit Mutuel qui l'a fait, c'est L'Oréal, EDF l'a fait récemment. C'est un signe aussi que je vous signale. Le livre de Bill Gates, il est intéressant à noter parce qu'il est l'expression la plus pointue, la plus forte de la vision libérale en matière de lutte contre le réchauffement, en disant il faut y aller avec les technologies, bien sûr, on n'attendait pas autre chose de sa part, la régulation du prix du carbone, mais Bill Gates nous fait aussi un chapitre intéressant sur ce qu'il appelle son empreinte scandaleusement élevée. Donc, il est conscient aussi de sa responsabilité. C'est un travail qui est intéressant. Et j'ajoute deux messages qu'on a entendus ce mois-ci d'Isabelle Autissier appelant à former les acteurs, considérant qu'il y avait un abîme dans ce domaine de méconnaissance des sujets, et Esther Duflo qui demande une fois de plus à ce que vraiment on intègre la dimension sociale dans la réflexion aujourd'hui, donc on ouvre le jeu beaucoup plus sur la précarité que simplement sur la transition énergétique. Alors j'en viens maintenant un peu à notre morceau de bravoure de notre réunion de ce mois, c'est la rencontre avec notre invité. Et je signale le livre que Michel Magny avait écrit précédemment, dont il a tiré un que sais-je, dont il va vous parler maintenant, aux racines de l'Anthropocène, une crise écologique, reflet d'une crise de l'homme. Et puis un travail que Pascal Boniface à l'IRIS, avec qui nous collaborons à Ecolon, fait un point important sur le rôle des GAFAM et le fait qu'ils défient les États, et que l'intelligence artificielle qu'elle maîtrise aujourd'hui est probablement un des enjeux géopolitiques qui va être très, très important demain dans le rapport entreprise et société, bien sûr. Alors, maintenant, Michel Magny, je vais vous passer la parole et je vais vous demander de nous éclairer aujourd'hui, au-delà des informations diverses et variées que j'ai citées, des tendances de fond que j'essaie de rappeler. Votre que sais-je est vraiment un vade-mecum indispensable pour tout professionnel de la RSE, je voudrais le dire. C'est un ouvrage qui fait une mise en perspective plus qu'historique, puisque vous faites une mise en perspective anthropologique et vous ouvrez le rapport à la Terre comme centre de gravité de la crise actuelle, et avec une vision holistique qui fait un rapport aussi à la société, un rapport à l'homme dans tout ce que nous vivons. C'est en ce sens que ce travail nous fait réfléchir et est très important. Et je voudrais vous demander de nous le synthétiser un petit peu, de nous éclairer
si on peut, mais ça ne nous épargnera pas la lecture de ce travail, à travers quelques directions qu'on retrouve dans votre ouvrage. Comment les risques liés au réchauffement, mais pas seulement, aux risques de société et à tous les risques de déformation un peu de la, en gros, de la civilisation occidentale récente et des 50 dernières années qui ont modelé un modèle de croissance qui s'est emballé, comment ces risques se relient à l'histoire de la Terre. Y a-t-il, à travers votre mot, de la bifurcation, des bifurcations possibles et qui peuvent améliorer les choses? Vous n'êtes pas dans le catastrophisme, mais dans la lucidité, je dirais, là-dessus. Vous associez les lois de la physique aux lois de la société, donc on voit que on est quand même dans une vision avant tout rationnelle. Et en conclusion, le rapport de l'homme à la Terre, comment il peut se concrétiser en termes de changement? Est-ce qu'on a une capacité nous-mêmes à auto-organiser notre changement au-delà de ces tendances fondamentales qui sont aujourd'hui très, très marquées? Michel, donc je rappelle que vous êtes chercheur au CNRS, que vous avez été médaille d'argent du CNRS, que vos travaux sont très reconnus dans ce domaine. Et donc, on vous écoute maintenant ceci. Et dans 15-20 minutes, on pourra procéder à un dialogue avec nos participants et à un échange de questions-réponses. Merci, on vous écoute. Euh, Merci beaucoup, Patrick, pour cette gentille introduction et puis aussi pour votre invitation à participer à ce séminaire. Je voudrais aussi d'entrée saluer tous les participants à ce séminaire que je ne vois pas directement puisque on est en situation virtuelle. Je crois que je vais commencer d'entrée par resituer le terme d'anthropocène en donnant un petit historique et puis une explication étymologique du terme. En fait, c'est en 2000 que pour la première fois, Paul Crutzen a proposé le terme d'anthropocène. Paul Crutzen, c'est un spécialiste de l'ozone atmosphérique. C'est quelqu'un aussi qui a eu le prix Nobel de chimie pour ses travaux sur la chimie de l'atmosphère, donc quelqu'un de tout à fait reconnu. Et il a jugé particulièrement important de proposer un nouveau terme pour signifier que nous étions entrés dans une nouvelle époque géologique, l'Anthropocène, donc, qui serait caractérisée par le fait que l'homme est devenu le facteur principal de l'évolution des écosystèmes terrestres. Et il situe le début de cette nouvelle époque géologique avec les débuts de la révolution industrielle, c'est-à-dire globalement avec le début du 19e siècle. Étymologiquement parlant, pour bien comprendre le terme, le mot anthropocène vient de deux mots grecs. Le premier, anthropos, qui veut dire homme, et le deuxième, kainos, qui veut dire nouveau, et que sous la forme du suffixe cène, les géologues ont l'habitude d'utiliser pour dénommer les différentes époques géologiques qui se sont succédées depuis environ 66 millions d'années, c'est-à-dire globalement depuis la fin des dinosaures. Donc, on comprend à travers ce terme d'anthropocène que quand on l'évoque, on parle directement de deux volets qui sont indissociables de mon point de vue. On parle d'environnement, mais on parle aussi de société. On parle de la crise écologique provoquée par l'impact des sociétés humaines sur leur environnement naturel, mais on est aussi amené à s'interroger sur comment ces sociétés humaines en sont arrivés à peser autant sur leur environnement naturel. Donc, si vous voulez, on va regarder déjà dans un premier temps quelle est la crise écologique à laquelle nous devons faire face dans le cadre de cette anthropocène. Et en fait, observer qu'on a de multiples fronts qui s'ouvrent devant nous. Le premier front serait celui du réchauffement climatique, c'est celui dont on parle le plus souvent. Euh, il est directement lié au développement d'une économie industrielle qui s'appuie sur le recours à des énergies fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz naturel.
Et ces énergies fossiles sont responsables du relargage dans l'atmosphère de gaz à effet de serre qui provoque ce réchauffement du climat que l'on observe aujourd'hui. Et vous savez que la COP 21, qui s'est réunie à Paris en 2015, a proposé d'arriver en 2050 à une neutralité carbone qui permettrait d'éviter un réchauffement excédant les 2 degrés. Deuxième front qui s'ouvre devant nous, c'est l'effondrement de la biodiversité. Et certains parlent même d'une 6e extinction de masse des espèces qui seraient d'ores et déjà engagées. Deux chiffres qui permettraient d'illustrer très rapidement l'importance de ce qui est en train de se passer. Entre 1970 et 2014, on a vu les effectifs des populations des vertébrés terrestres s'effondrer de 60% et ceux des populations d'insectes s'effondrer de 45%. Donc on le voit, les choses vont très très vite à l'heure actuelle et encore plus vite que lors des dernières extinctions que les géologues ont pu reconstituer à l'échelle des temps géologiques. Troisième front devant nous, l'artificialisation des terres. Et ce n'est pas un moindre mot, c'est-à-dire que ce que l'on voit à l'œuvre, c'est une véritable appropriation des espaces terrestres libres de glace par la communauté humaine, par les humains. Et on chiffre aujourd'hui à plus de 50% les espaces terrestres qui sont d'ores et déjà artificialisés par les humains. Et ce n'est pas un des moindres fronts, puisqu'il est directement responsable de ce qui nous arrive aujourd'hui dans le cadre de la pandémie de la Covid-19. Un autre front aussi est celui de la pollution des écosystèmes. Alors là, on aurait énormément de choses à évoquer. Je citerai simplement une pollution qui pourrait paraître emblématique, celle du plastique. Sachez qu'en 2015, on avait déjà produit suffisamment de plastique pour emballer toute notre planète Terre. Et sur la pente actuelle de la production de plastique à l'échelle mondiale, eh bien, on pense que d'ici 2050, on pourrait avoir produit de quoi emballer 8 fois notre planète Terre. Rien d'étonnant donc du plastique, il y en a partout. Rien d'étonnant à ce qu'on en retrouve aujourd'hui dans le placenta des femmes enceintes. C'est ce qu'a mis en évidence un article publié tout juste à la fin de l'année dernière. Et enfin, l'autre front qui résume tous les précédents à lui seul, c'est le front de la démographie de la population humaine. Au début du XXe siècle, en 1900, nous étions 1,5 milliard. Pendant le XXe siècle, la population humaine a doublé à 2 reprises. Aujourd'hui, nous dépassons les 7,5 milliards et les projections moyennes faites par les Nations Unies indiquent qu'à l'horizon 2050, on serait aux alentours de 10 milliards d'humains. Pour essayer de se représenter ce que ça peut être par rapport à l'ensemble des écosystèmes terrestres, je peux vous indiquer un chiffrage qui a été fait par des collègues biologistes qui montre que la biomasse des humains plus celle de leurs animaux domestiques représente à elle seule 96% de la biomasse des mammifères terrestres présents aujourd'hui sur la Terre. Autrement dit, la faune sauvage ne représente que 4% de la biomasse des mammifères terrestres. C'est vous dire donc l'importance, la place énorme qu'occupe l'humanité aujourd'hui sur notre planète. Alors, cette place importante, cet impact anthropique, on le voit se mettre en place très tôt dans notre histoire et les documents que nous avons à la suite des recherches archéologiques ou historiques montrent que les racines de cet impact anthropique remontent très loin dans le temps. Alors, on peut évoquer très brièvement quelques-uns de ces impacts très anciens. Par exemple, évoquer comment la colonisation de notre planète Terre par Homo sapiens, qui était apparu pour la première fois dans son berceau africain, eh bien, comment la colonisation des espaces terrestres par Homo sapiens
va s'accompagner entre moins 55 000 et moins 5 000 avant Jésus-Christ de la disparition de la moitié des espèces de la mégafaune terrestre, c'est-à-dire des animaux qui ont une masse supérieure à 40 kilos. On peut penser comme animaux emblématiques aux mammouths, par exemple. On peut penser aussi aux mégacéros, aux rhinocéros laineux, et toute une série de gros animaux comme ça qui ont disparu de notre planète du fait de l'impact, des premiers impacts d'Homo sapiens. Autre type d'impact très ancien, c'est l'influence, l'impact sur le climat qui se met en place dès l'arrivée des premières sociétés agricoles et pastorales, avec une déforestation qui va relarguer en fait dans l'atmosphère du carbone qui se trouvait jusqu'alors piégé dans les espaces forestiers. Même chose avec la riziculture qui, à partir de moins 3000 avant notre ère, va relarguer des quantités significatives de méthane dans l'atmosphère, le méthane étant un gaz tout à fait dangereux en termes de gaz à effet de serre, donc très, très important pour notre climat. Et ces déforestations qui accompagnent les premières sociétés agricoles ne sont pas quelque chose de négligeable. On a évalué que dès moins 3000 avant Jésus-Christ, sur le continent européen et sur le continent asiatique, ce serait près de 20% des espaces forestiers qui auraient d'ores et déjà été impactés. On pourrait terminer par l'évocation des pollutions induites par les activités minières développées par les Romains dans la péninsule ibérique, donc dès le début de notre ère chrétienne, où on retrouve des pollutions par le plomb jusque dans les glaces du Groenland. Donc en fait, ce que l'on voit, c'est que dès les débuts de notre ère, il y a à peu près 2000 ans, on voit se mettre en place une pollution d'échelle hémisphérique. Donc tout cela pour dire que quand on parle d'anthropocène, on ne parle pas uniquement de capitalocène comme il a pu être proposé, mais aussi on doit s'interroger sur les caractéristiques propres à notre espèce humaine dans le cadre des écosystèmes terrestres dans leur globalité. Alors, deuxième point sur lequel nous devons nous interroger quand on parle d'anthropocène, c'est comment se fait-il que nos sociétés en soient arrivées à peser aussi fortement sur les écosystèmes terrestres. Le premier indicateur que l'on peut trouver pour essayer d'évaluer ces activités humaines, je pense que c'est tout simplement le PIB mondial. Au début du XXe siècle, on évalue ce PIB mondial à quelque chose comme 2 trillions de dollars. 50 ans plus tard, en 1950, le PIB mondial a été multiplié par 2,5. On arrive à un PIB de l'ordre de un peu plus de 5 trillions de dollars. Par contre, 70 ans plus tard, en 2018, ce PIB mondial est passé à plus de 85 trillions de dollars. Il a été multiplié par 16 en quelques 70 ans. Donc, on assiste là à une véritable explosion des activités humaines et donc de leur impact sur les écosystèmes terrestres. Et en fait, les géologues qui sont spécialistes de cette thématique de l'Anthropocène parlent de la grande accélération, cette époque qui se met en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc on voit que là, on arrive à des ordres de grandeur qui dépassent très largement ce qui a pu être le cas des sociétés précédentes, hein, jusqu'à la fin du Moyen Âge ou même jusqu'au début de la Révolution industrielle. Alors, deux questions. La question se pose maintenant de quelle est la cause que l'on peut mettre en avant à cette formidable explosion des activités économiques. La première que l'on a déjà évoquée, c'est naturellement la démographie, mais je crois qu'il faut tout de suite la nuancer en disant que la population mondiale n'est pas un tout, n'est pas une communauté uniforme, homogène, loin de là. Si on regarde, par exemple, la question des émissions de gaz à effet de serre, on peut voir que 50% les plus pauvres de la population mondiale ne sont responsables que de 10%
des émissions de gaz à effet de serre. Et à l'inverse, les 10% les plus riches sont responsables de plus de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on voit une très forte inégalité dans les responsabilités. Et paradoxe, les populations les plus pauvres sont aussi bien souvent les populations les plus exposées aux risques environnementaux. Donc, la deuxième cause que mettent en avant les publications scientifiques, c'est bien évidemment le système économique que nous avons développé. Jusqu'à la fin du Moyen Âge, les activités économiques, on peut les qualifier d'économies de subsistance, de systèmes de subsistance. Par contre, à partir du développement de la civilisation industrielle, à partir du développement du capitalisme, on voit se mettre en place un mode économique qui vise une croissance continue, qui s'appuie elle-même sur une production en constante augmentation et sur une consommation, elle aussi, en constante augmentation. Et donc, à partir de là, on comprend comment se met en place un impact de plus en plus important des sociétés humaines sur leur environnement naturel. La question que l'on serait en droit de se poser, si, tout en faisant le constat de ces destructions progressives des écosystèmes terrestres, c'est est-ce que au moins cette croissance formidable de l'économie engagée par les sociétés humaines, surtout dans le cadre du système industriel et capitaliste, est-ce qu'elle a profité à l'ensemble de la communauté humaine? En fait, les chiffres dont on dispose montrent que, là encore, on peut observer de profondes inégalités. Si on regarde les chiffres qui concernent la période 1980-2016, donc 36 années, tout à fait récents, on voit que les 50% les plus pauvres de la population mondiale n'ont tiré profit que de 12% de la croissance économique mondiale. Par contre, le 1% le plus riche de cette population mondiale a profité de 27% de cette croissance économique mondiale. Donc, on voit les très fortes inégalités qui sont en train de s'inscrire dans le cadre de cet anthropocène. Et donc, finalement, l'anthropocène nous amène à nous interroger sur un double phénomène de domination. Domination tout d'abord des sociétés humaines par rapport à l'environnement naturel, mais aussi à nous interroger sur les dominations, les rapports de domination qui sont en train de travailler les sociétés humaines de l'intérieur. Pensez que, d'après les chiffres dont on dispose, les évaluations de coefficients de Gini, par exemple, on estime que depuis les années 90, on est en train de revenir à des inégalités qui prévalaient à la fin du 19e siècle. C'est déjà le cas pour des pays comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne. Donc, c'est le retour progressif à des inégalités qui prévalaient au moment du capitalisme le plus sauvage. Donc, à partir de ce moment-là, l'Anthropocène, c'est aussi s'interroger sur un double risque qui est devant nous, dans lequel nous sommes plongés. Tout d'abord, le risque de voir s'effondrer notre niche écologique. Et c'est quelque chose qui a été mis en lumière dès le début des années 70 avec la publication du rapport Mido. On pourra revenir dessus dans notre discussion si vous le voulez. Mais c'est aussi le risque d'effondrement des sociétés minées par des inégalités de plus en plus fortes. Donc à partir de là, ça sera le dernier point de mon propos, quelles sont les perspectives qui s'ouvrent devant nous? Si vous voulez, on pourrait partir du rapport Brundtland qui a été publié en 1987, qui s'intitulait Notre rapport, notre avenir à tous. Et il s'agissait d'un rapport qui avait été commandé par les Nations Unies à l'ex-première ministre de Norvège. Ce rapport s'articulait principalement autour du concept de développement durable en distinguant trois grandes sphères
qui devaient se développer harmonieusement tout en étant distingués par leurs auteurs. La sphère sociale, la sphère environnementale et la sphère économique. Et ce qui était prôné aussi, c'était de veiller, de préserver notre environnement de façon à préserver le bien-être des générations futures. Donc, si on regarde les choses plus de 30 ans après, on est obligé de s'interroger sur l'efficience réelle de ce concept de développement durable et un certain nombre de chercheurs, d'organismes ou d'instituts proposent de procéder à une lecture du monde plus radicale qui change par rapport ou qui infléchit hein, ce concept de développement durable pour engager une action sans doute plus radicale qui nous permettrait de répondre de façon plus résolue aux enjeux que nous pose l'Anthropocène. Et première chose que proposent ces chercheurs, c'est tout en distinguant un certain nombre de sphères, comme avait pu le faire le concept de développement durable, c'est de hiérarchiser ces sphères. Et la première des sphères qu'il importe de considérer, à laquelle il importe de donner la priorité absolue, c'est la sphère des écosystèmes terrestres, c'est-à-dire c'est la sphère écologique, c'est la sphère de la planète Terre, c'est la sphère de notre niche écologique sans laquelle on ne pourrait pas imaginer de survie de l'humanité et la continuation de nos activités. Donc, il est clair à partir de là que toute action, qu'elle soit politique, économique ou autre, se devrait de respecter les limites planétaires. Et par ordre de priorité, la seconde priorité qui apparaît, c'est celle des sociétés humaines. C'est la sphère des sociétés. Donc, il est clair aussi que si on veut mettre en place un certain nombre de contraintes qui nous permettraient de sauvegarder la sphère de notre niche écologique, eh bien, on doit procéder à des stratégies, à des politiques qui visent en priorité le bien-être des sociétés humaines, on pourrait dire aussi le bien-être général, celui aussi des autres vivants, de façon à ce que les sociétés s'engagent résolument sur un nouveau projet qui serait porteur de davantage de justice sociale, aussi bien à l'intérieur des différents pays que comptent les Nations Unies, mais aussi au niveau global de la communauté humaine, en réponse aussi aux grandes ruptures qui ont pu la partager depuis l'époque moderne. Donc à partir de là, à partir de ces deux grandes priorités, on pourrait évoquer toute une série de problématiques. On pourrait évoquer brièvement la problématique du rapport des gestes individuels par rapport à l'importance des changements structurels, des changements qui sont à la portée des États, qui sont de la responsabilité des États et des entreprises. On pourrait évoquer aussi le besoin de leviers politiques, mais à l'échelle internationale, puisque une crise comme celle du réchauffement climatique, c'est une crise globale qui nécessite pour être résolue d'un certain nombre de leviers internationaux. Et on peut déplorer aujourd'hui le fait qu'un certain nombre d'organismes internationaux, qui constituent pourtant autant de leviers possibles dans l'action, travaillent de façon trop indépendante les uns par rapport aux autres, comme l'on dit, travaillent en silo au lieu de travailler en cohérence. Je vais arrêter là mon Merci. propos de façon à laisser davantage de place pour les échanges, pour la discussion, mais en soulignant deux points. Le premier point, c'est l'urgence dans laquelle nous sommes. Si on prend simplement la question climatique, nous avons à peine une génération devant nous pour essayer de contenir le réchauffement climatique à 2 degrés. Et puis, rappeler que nous sommes face à des problèmes extrêmement complexes, donc extrêmement difficiles à résoudre, où se combinent à la fois des dimensions écologiques, mais aussi, vous l'avez compris, d'importantes dimensions sociales. Voilà.
Merci Merci beaucoup, à vous. Michel, merci beaucoup d'avoir fait ce rappel vraiment de mise en perspective très fondamentale pour lequel vous avez écrit et qui est évidemment la dimension anthropologique sans laquelle on ne peut pas vraiment prendre la mesure de ce qui arrive. Ce que je voudrais vous demander, c'est si véritablement euh, vous ne pensez pas qu'il y a, pour introduire les questions et en reprenant certaines, s'il n'y a pas aussi un fossé cognitif fondamental. C'est-à-dire que l'homme a du mal. Alors, la science est là pour l'aider, mais nous sommes loin de disposer des bagages scientifiques au niveau collectif. Est-ce que nous ne sommes pas en décalage entre la façon dont nous percevons notre contexte, la façon dont nous voulons le penser, et est-ce qu'il n'y a pas là, comme il y a eu du temps de la Renaissance, si vous voulez, en fait, un déclenchement des remises en cause, mais qui a débouché avant tout sur le conflit. Et il aura fallu les Lumières et bien après pour qu'on passe à l'avènement un peu de la démocratie. Donc, ce rapport capable d'entraîner du changement, est-ce qu'il n'est pas aussi dans nos propres cerveaux et dans nos propres cultures? Celui-là, cette dimension-là, est-ce qu'on peut l'aborder? Est-ce qu'elle est scientifiquement travaillée? Est-ce que ce décalage fondamental euh, est quelque chose sur lequel peut-on œuvrer dessus, lequel on peut intervenir, ce décalage cognitif. Et Oui. Je crois voilà. que pour reprendre, pour répondre à votre question, je crois qu'on peut revenir à ce que vous évoquiez dans votre introduction générale au début de ce séminaire sur l'importance de la formation. Je crois que c'est clair que on doit avoir un souci de formation vis-à-vis des générations montantes, hein, dans le cadre de l'enseignement qui est donné à l'école primaire, au collège, au lycée et aussi dans l'enseignement supérieur. Et c'est clair que euh, nous avons, nous avons des responsables politiques et économiques qui sont encore, de notre point de vue, hein, quand on travaille sur ces thématiques environnementales, sur ces thématiques écologiques, qui apparaissent encore trop peu, trop mal informés, trop insuffisamment conscients des enjeux qui se posent aujourd'hui à l'ensemble de la communauté humaine. Et donc là, il y a un énorme travail de formation à engager. Et on est souvent surpris entre collègues quand on discute de notre expérience dans le cadre des conférences ou des discussions que nous pouvons avoir avec le grand public. C'est clair qu'il y a une sensibilisation, une sensibilité pardon, de plus en plus forte qui est en train d'émerger, mais il y a encore un manque d'information, un manque de prise de conscience des chiffres, des ordres de grandeur qui sont posés, une ignorance qui est encore trop forte de ce point de vue-là. Donc, je dirais un énorme travail de formation à engager, ça c'est clair. Donc là, vous faites appel un peu à la réflexion sur l'enseignement, sur la formation très tôt, parce que, évidemment, la génération critique, qui est celle qui va porter les 20 ans qui viennent, est-ce qu'elle est suffisamment formée scientifiquement, sérieusement à ces enjeux? Là, sur ce point-là, peut-être c'est un élément qui n'est pas assez abordé. Nous-mêmes, nous travaillons beaucoup sur la formation des cadres dans les écoles de commerce, les écoles business et autres, et on voit bien que là aussi, les bases sont souvent absentes. Bon. Donc, ça, c'est un point important. Je voudrais vous demander, dans le fil des questions qui sont affichées par les uns et les autres, aussi, si vous avez le sentiment que on peut avoir abordé le changement par ce que vous appelez les bifurcations, ou si ce ne sont pas les ruptures. Si là, on donne à votre exposé sur l'Anthropocène des dimensions plus historiques sur quels sont les moteurs les moteurs de l'histoire, comme on dit, est-ce qu'il faudra aller au choc, aux ruptures, aux difficultés, ou au contraire, est-ce qu'il y a des références, des expériences, des possibilités de conduire des évolutions? Comment vous le sentez? C'est peut-être aussi une question personnelle que je vous pose.
Disons que ce que j'espère, c'est qu'on ne sera pas obligé d'arriver aux solutions radicales, aux solutions dites de rupture brutale. C'est-à-dire que on compare souvent notre civilisation à un paquebot, hein, qui a une certaine inertie, et c'est clair que vu la complexité des phénomènes en cause, euh, imaginer des changements brusques, rapides, radicaux, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, puis qui risquerait de compromettre la durabilité de notre existence. Donc, je pense qu'on peut voir les choses d'une autre manière, c'est-à-dire que en reprenant la thématique de la formation, d'une prise de conscience beaucoup plus forte qu'elle ne l'est encore jusqu'à présent, à partir du moment où on serait convaincu des nouveaux caps, des nouveaux caps qu'il faudrait tenir, à ce moment-là, on pourrait mettre en place de nouvelles stratégies, de nouvelles politiques, que ce soit au niveau social, mais aussi, bien sûr, au niveau économique, qui pourraient s'inscrire dans la durée. Et je crois qu'une vraie politique, une vraie stratégie de ce point de vue-là serait quelque chose qui se mettra en œuvre dans le cadre d'une planification. C'est-à-dire que si on a des horizons à moyen terme, il faut absolument les concrétiser, concrétiser la trajectoire par des points de passage que l'on devrait respecter pour être sûr d'arriver à l'objectif que nous nous serions assignés. Donc oui, il faut radicalement changer dans nos têtes, mais mettre en œuvre de façon progressive pour que ça soit supportable par toutes les sociétés humaines, les mesures à mettre en œuvre pour parvenir à ces objectifs. Mais par contre, si on tarde trop, c'est clair que ce qu'il y a à craindre, c'est qu'on sera obligé d'en venir à des mesures qui seront très radicales. C'est ce que nous avons vu en fait dans le cas de la pandémie de la Covid-19, où on voit brutalement quelque chose nous tomber sur la tête, comme venant de l'extérieur, et à partir de là, toute une série de mesures, de décrets qui sont pris, qui sont relativement brusques, voire brutaux, qui remettent en cause parfois un certain nombre de nos libertés fondamentales, par exemple Oui. celle d'aller et venir. Et voilà, donc on voit bien comment il y a toute une question, tout un questionnement autour des temporalités sur la nécessaire bifurcation qu'il faut mettre en route. Plus tard on la fera, plus brusque elle sera, plus dure elle sera à supporter. Vous évoquez là un débat qui est très pointu sur les démocraties seront-elles capables de gérer cette transformation. Beaucoup de choses sont dites là-dessus et c'est, je crois, une interrogation très fondamentale. Du reste, elle me permet d'aller vers une question qu'a posée quelqu'un sur, je cite Frédéric Banzé, sur la question des consensus, notamment en matière sociale. Est-ce que la science peut nous éclairer là-dessus? Ou est-ce qu'on est en sciences sociales un peu dépourvu de solutions pour dire est-ce que sur une courbe de Gauss de la répartition des revenus, des biens, on sait ce qu'on peut tolérer ou admettre aujourd'hui comme répartition des inégalités. Est-ce que là, euh, on a des éclairages et d'une certaine manière, ça revient aussi à ce que vous disiez sur le climat. Les Chinois à Copenhague disaient ben, on va faire une répartition individuelle du quota de CO2 par habitant, puisqu'il faut le répartir. Donc, est-ce qu'on a des éclairages scientifiques pour essayer de comprendre où sont les consensus possibles? Moi, ce que je pense profondément par rapport à tout cela, c'est que les scientifiques constituent une communauté qui s'efforce d'apporter aux responsables politiques, mais pas seulement aux responsables politiques, aux responsables économiques, bien sûr, mais aussi à l'ensemble des citoyens, à l'ensemble de la communauté des humains, un maximum d'informations.
Donc, je ne suis pas sociologue, mais Oui, je pense que notre travail, c'est d'apporter ces informations, ces données de base fondamentales pour comprendre, aider les gens, aider l'ensemble des citoyens, aider l'ensemble des responsables politiques et économiques à comprendre ce qui se passe. À partir de là, je dirais qu'il faudrait, il faut pas confondre l'expertise scientifique avec la prise de pouvoir par les scientifiques. Et donc, sujet très actuel. on Sujet très arrive, actuel, Michel. voilà, exactement. Et donc, une fois que les scientifiques ont fait leur travail d'approfondissement des connaissances et de restitution de ces connaissances en direction de la communauté des humains, eh bien, le vrai travail commence au niveau du débat politique. Et c'est clair que la question que nous pose l'Anthropocène, c'est pas seulement de savoir comment on va agir sur les multiples fronts de la crise écologique ou sur les multiples fronts de la crise sociale, mais c'est véritablement quel est le projet de société que nous voulons construire en harmonie avec un nécessaire respect, je dirais, de nos conditions d'existence et aussi des autres vivants. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut assurer notre propre survie, mais je dirais aussi que nous n'avons qu'une seule planète Terre et que nous devons essayer de partager avec les autres vivants. Voilà, donc, en fait, l'Anthropocène, c'est l'objet d'un véritable débat politique. C'est vers quoi nous avons envie d'aller. Et ce n'est pas, vous comprenez bien que ce n'est pas à moi tout seul, même si je suis un scientifique, de répondre à cette question. C'est une question qui appartient au débat politique. Oui. Et c'est à partir de ce moment-là aussi que les choses deviennent véritablement intéressantes. Voilà. Merci de cette réponse. Il y a une question, on ne l'a pas citée, mais je voudrais que ce soit peut-être notre dernière question dans notre temps imparti. Le champ agricole, vous l'avez un petit peu évoqué à propos des sociétés pastorales des débuts, mais c'est de la sédentarisation, mais aujourd'hui le modèle est très, très contesté dans ses impacts. Comment concilier d'un point de vue scientifique l'alimentation d'une population à ce niveau et en même temps l'impact sur la niche écologique? Est-ce que là-dessus, il n'y a pas de réponse simple, hein, mais vous pouvez, un petit éclairage, Michel, là-dessus? Je crois qu'il y a un certain nombre de scientifiques hein, et d'ONG aussi qui travaillent en relation avec des scientifiques qui montrent comment en fait le problème est relativement complet, c'est-à-dire qu'il faut faire la part dans les problèmes qui nous sont posés entre les discours construits et la réalité des choses. C'est-à-dire le discours construit, c'est de dire on a besoin d'une agriculture industrialisée pour répondre aux besoins de l'humanité. Et en fait, ce que l'on voit bien souvent ou trop souvent à l'œuvre, c'est une agriculture industrialisée qui détruit les agricultures vivrières d'un certain nombre de sociétés qui jusque-là étaient autonomes et qui se trouvent tout d'un coup en phase de rupture, qui sont obligés de quitter leurs domaines qui ne sont plus viables pour aller grossir les bidonvilles aux alentours des grandes cités dans les pays du Sud. Donc, il y a toute une part qu'il faut faire entre la réalité des choses. En fait, est-ce que ce n'est pas surtout ces agricultures traditionnelles qui ont réussi jusque-là à nourrir l'humanité? Est-ce que l'agriculture industrialisée telle qu'on nous la présente n'est pas aussi une forme de mirage qu'il faut déconstruire pour essayer de rééquilibrer nos activités agricoles, le besoin absolu de nourrir l'humanité, mais dans un système économique qui soit à la fois plus respectueux de ces sociétés traditionnelles, de leur mode de vie, et respectueux aussi des écosystèmes terrestres. Merci de cette vision éminemment raisonnée du sujet, et c'est là-dessus que je voudrais vraiment amener les uns et les autres à conclure.
à travers votre livre, encore une fois, que je recommande à chacun de lire attentivement et même d'aller au livre plus fondamental, aux 500 pages des racines de l'Anthropocène, et je vous passerai des moments passionnants, je pense que vous gagnerez en lecture scientifique des sujets, et c'est cet appel au raisonnement et à la science et à le partage des arguments factuels que je vous invite les uns les autres pour progresser, pour que nous puissions tous progresser dans les solutions vers des politiques durables, qu'elles soient sociales, économiques, environnementales combinées. C'est quand même ça à quoi on doit arriver. Vous nous invitez, Michel, à une remise en perspective du développement humain qui aujourd'hui fait défaut. Il fait défaut, on est le nez sur le guidon avec des approches qui sont très, très pavloviennes, en réalité, qui se répètent. Je le vois trop dans l'enseignement et dans la formation, sans faire cet exercice de remise en cause scientifique. Et je pense que grâce à ces éclairages, si on fait cet effort, on peut arriver à penser, c'est le mot qui importe, penser les politiques publiques, les politiques d'entreprise, les politiques globales, internationales aujourd'hui, à des moments où on a un rendez-vous avec nous-mêmes, un rendez-vous avec le temps humain qui ne pourra pas nous être sursis très longtemps, hein, dans lequel on ne pourra pas être différé très longtemps. Donc, vraiment, merci de ce travail, et on a été très heureux de pouvoir rentrer grâce à vos ouvrages dans cette distance fondamentale qui, je pense, peut nous donner ouvrir des solutions. On se retrouvera donc le mois prochain sur ces questions qui marquent, ces petits cailloux qui marquent le paysage, la trajectoire entre durable et économie. En tout cas, je donne rendez-vous aussi aux uns et aux autres dans le cadre de nos formations courantes pour échanger là-dessus et revenir sur vos propos. Et Michel, nous attendrons vos prochains ouvrages et vos prochaines recherches avec beaucoup d'attention et d'impatience. Et je suis sûr que nous aurons l'occasion de vous retrouver les uns les autres aussi dans ce type de dialogue qui nous aide à réfléchir. Merci encore aux uns et aux autres, et à très bientôt. Et Michel Magny, merci mille fois de vos contributions à être capable de penser un peu notre développement face aux enjeux qui sont là. Merci beaucoup. À bientôt aux uns et aux autres. Au revoir. Au revoir. Au revoir.